il a été amené à s'intéresser à cette œuvre. Oui, tout à fait. Pour revenir au titre, c'est l'ombre qui est dans la lumière. Là. Donc, il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire un excellent livre de Jean-Marc Berlière qui traitait des policiers sous Vichy. Donc, il abordait surtout les services de police de la préfecture de police de Paris, mais il abordait aussi le cas de personnages qui présentaient des particularités par rapport au double jeu qu'ils ont tenu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, en le feuilletant, je suis tombé sur Charles Porte et mon attention a été attirée tout simplement déjà parce qu'il était né à Villeurbanne. Donc j'ai dit, tiens, c'est un régional, c'est un local. Décidément, entre Bron et Villeurbanne, on reste vraiment dans la métropole. L'Est lyonnais, voilà. Et puis, j'ai vu que c'était un ami de Jean Moulin. Et le mot n'est pas galvaudé parce que ça a été vraiment un ami proche de Jean Moulin. Et comme vous l'avez dit, monsieur, c'est vrai que j'ai entrepris mes premières recherches en regardant dans des livres comme ceux de Daniel Cordier, comme ceux de Lucie Aubrac, Pierre Péan, le colonel Passy. Donc, il est cité parce qu'il y a des passages importants qui sont relatés dans ce livre et qui coïncident aussi à des moments qui attirent l'attention. Donc, la curiosité m'a poussé à fouiller dans la vie de cette personne et j'ai pu retracer donc, de sa naissance jusqu'à son décès, son histoire qui est assez singulière. Donc lui, je vais essayer d'être le plus concis possible. Je tenais à dire que j'ai pas voulu traiter de la police sous Vichy parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui ont été faits. Moi, j'attaque l'angle vraiment concret au travers d'un personnage. C'est une personne qui a eu une enfance un petit peu difficile, qui a grandi dans les quartiers de Marseille après être passé à Villeurbanne, et il s'est construit lui-même. C'est-à-dire qu'il a commencé alors ce qu'on appelle actuellement les gardiens de la paix, ce qui s'appelait à l'époque des agents de police. Et il a gravi les échelons, il a été inspecteur de police, il a été commissaire de police, et dans le cadre de ses fonctions, quand il a pris son premier poste, il a connu Jean-Pierre Coq. Il a eu l'occasion de croiser la route de Manès et lors d'une affectation à Chartres, vous l'avez évoqué, il rencontre Jean Moulin. Et là, il y a une alchimie qui se crée dans les relations. Ce sont déjà deux méridionaux, donc ça peut être aidé. Mais ils ont des similitudes, à savoir que ce sont des républicains, comme on dit maintenant. Ce sont des républicains convaincus. Ce sont des loyaux. Eux, leur parti, c'est la France, c'est tout. Voilà, leur parti politique, c'est la France. Et donc, ce qui n'est pas souvent mis en évidence, c'est que lorsque Jean Moulin est radié par Vichy, eh ben, il était dans la clandestinité. Il a fallu aussi une pièce d'identité. Donc, ce qui n'apparaît pas forcément, c'est que c'est Charles Porte, avec le chef de cabinet de Jean Moulin, préfecture de Chartres, qui s'appelle Jean Descôtes, qui lui a fourni sa première pièce d'identité, donc une fausse pièce d'identité, qui lui a permis après d'avoir un passeport. Voilà, ça c'était le premier élément. Ce qui est aussi important de souligner, c'est que quand il a été radié, Charles Porte dit « Moi, je vais vous suivre. Je vais démissionner et je vais vous suivre. » Là, Jean Moulin lui dit « Non, parce que là où vous êtes, vous pourrez lutter. Vous pourrez lutter. » Et finalement, c'est aussi la philosophie de tous ces résistants policiers qui sont restés en place pour travailler en faveur de la France et pour enseigner surtout les résistants. Donc, quand Charles Porte se retrouve orphelin de son préfet, comme il le dit, c'est son préfet, là il y a une période trouble qui se passe, parce qu'on a un préfet qui arrive, qui s'appelle Donati. Et Donati, lui, forcément, il applique la politique de Nous sommes à l'automne 1940.
Alors oui, dans la foulée, puisque lui il est radié le 2 novembre, le 2 novembre 40, donc dans la foulée, il a ce préfet. Et pour vous indiquer une caractéristique du personnage de Charles Porte, lui il avait instauré dans son service un micro-service de la lutte contre les prix exorbitants. C'est un petit service économique, petit, Et il contrôlait les prix des marchandises. Et il avait trouvé qu'il y avait des exagérations dans les prix. Et à titre d'exemple, il avait fait tomber le prix du lait de 20 centimes. Et il ne voulait surtout pas qu'il le passe droit. Il y avait un rationnement, il y avait des difficultés pour s'approvisionner. Et lui, il tenait à ce que tout le monde puisse être servi. Donc vous voyez, son esprit, il est quand même très positif. Donati reste très peu de temps et il est remplacé par un personnage un peu particulier qui s'appelle Pierre Legault. Alors certains en ont peut-être entendu parler. C'est un préfet qui, lui, avait les dents qui renaient le sol, si vous me passez l'expression. C'est un personnage qui a été à droite, à gauche, et suivant comme le vent allait. Donc, ce qu'il voulait surtout atteindre, c'est les sommets de l'État et être ministre. Donc, il était prêt à tout. Il aurait vendu père et mère, et ça a été un fidèle collaborateur de Vichy. Voilà. Donc, il y a Charles Porte qui ne l'aime pas. La réciproque semble être pareil. Seulement, Charles Porte a un avantage, c'est que c'est un très grand professionnel. Il arrive quand même à sortir des affaires. Quand il est sorti des affaires, ce sont des affaires de droit commun. C'est-à-dire, pas forcément des affaires qui sont poursuivies parce que c'est Vichy, mais c'est des affaires de marché noir, sachant que le marché noir, la répression du marché noir a duré bien après 1945, a été bien sûr combattu, ce marché noir a été combattu par les communistes, et même Charles de Gaulle avait incité les policiers, bien sûr, à agir en la matière. Donc, au début de 1942, Charles Porte il est dans une situation qui est paradoxale, à savoir qu'il adhère au réseau Frédéric de Manès, et en même temps, il se voit confier la tâche de responsable de la police économique. Et cette tâche concerne non seulement Chartres, mais toutes les autres polices et la zone gendarmerie. En gros, il a la responsabilité pour lutter contre les fraudes économiques de tout le département, y compris en zone gendarmerie. Donc il a un pouvoir énorme. Alors, ce pouvoir, pourquoi il l'a accepté aussi facilement? Tout simplement parce qu'il avait à disposition une voiture, il avait du carburant, il pouvait se déplacer dans tout le département. Donc il n'était pas limité par les Allemands. Et là, il y a un événement qui va se passer. J'emprunte des raccourcis, je suis désolé, parce que autrement, je passerai du temps. Il y a l'incendie de la librairie allemande de Chartres. Alors, ça, c'est un point de bascule qui est capital dans l'histoire du personnage. Il y a des résistants chartrains qui entreprennent d'incendier cette librairie allemande c'était symbolique, il n'y avait que quelques livres. Et en plus, quand ils projettent ce qu'on appelle le cocktail Molotov, on va dire un danger incendiaire. C'est une librairie qui avait été montée par les autorités d'occupation. C'est ça, et qui était gérée par un Allemand, mais qui adhérait pas du tout aux thèses nazies. Voilà. Donc, cet Allemand, entre parenthèses, pour ceux qui aiment l'histoire, il a été l'amant de Madame Touzeau, qui a été connue sous la dénomination de la tombue de Chartres. Voilà, si vous en avez entendu parler, elle a été immortalisée par Franck Cappa. Ça fait l'objet de reportages. Voilà, c'est Erich Goetz qui gérait cette librairie. Donc, je reviens à l'incident. Elle est pas du tout, il n'y a que quelques ouvrages, il y a 3 ouvrages, je crois, qui sont touchés. Voilà. Seulement, ça prend une importance, tout simplement, parce que la victime, elle est allemande. Donc, à partir de là, il est saisi, Charles Porte, et puis il a beau freiner des cas de fer, il y a le préfet de Beau qui lui dit, écoutez, c'est simple, si l'affaire ne sort pas,
Moi, je fais intervenir la brigade spéciale de Paris, donc qui était dépendante des renseignements généraux, et eux avaient des méthodes, c'était pas trop douce, hein. Il fallait que l'affaire sorte. Donc, lui qui avait commencé à installer ses premiers réseaux de résistance, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais sortir l'affaire parce que finalement, c'est pas grand-chose, c'est un rideau qui a brûlé, il n'y a pas eu de victimes, bon, ça n'a pas complètement détruit la librairie, donc... et alors, comment il sort l'affaire? Il n'a pas d'éléments. Donc, le point de départ, c'est tactique police. On tape à côté et on sait que ça va sortir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a tapé un communiste. Un communiste qui détient des tracts, donc l'acquisition et tout. Et ce jeune, lors de l'interrogatoire, je crois qu'il a interrogé 4 fois par les services de police. Donc il s'en mêle et il ment pour couvrir ses camarades. Et ce qui fait basculer l'affaire, c'est tout simplement parce qu'il était préparateur en pharmacie et que les produits utilisés dans l'incendie de la librairie, eh bien, ils étaient à disposition facilement. Donc à partir de là, il y a Charles Porte qui tilte, il dit punaise, il est préparateur en pharmacie, il peut avoir des produits, donc c'est parti. Et là, eh ben, tout s'enchaîne. Alors au total, il y a 8 interpellés. Quand on parle de la collaboration policière, moi j'ai essayé de traiter vraiment objectivement cette affaire. Savoir qu'il y a la pression des Allemands, du préfet et du maire, parce qu'à l'époque le maire était le chef de service, hein, c'était une police municipale. Hein. Donc là, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu se limiter simplement aux auteurs de l'incendie, qui était au nombre de 3? Seulement ça fait tache d'huile, il a élargi son enquête à tous ceux qui détenaient des documents communistes, à tous ceux qui connaissaient ou qui avaient entendu parler de l'attentat, et donc ça s'est élargi effectivement à d'autres personnes. Là-dessus, objectivement, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose d'autre? Je pense que oui. Sachant qu'il faut bien se dire, c'est qu'on ne savait pas qui était le collègue d'à côté. On ne connaissait pas du tout ce qu'il pensait. Il pouvait très bien être collaborateur, et c'était délicat de parler. Donc mon personnage, il a confiance qu'en un seul inspecteur. Un seul. Voilà. Qui l'a accompagné aussi pour dresser ses réseaux et tout. Donc, il réussit l'affaire, il la sort, et forcément, le préfet l'encense en disant que c'est grâce à son excellente connaissance des milieux communistes qu'il a pu sortir l'affaire. Là, il y a un événement qui se passe loin de Chartres. Il y a un sous-officier allemand qui s'appelle Karl Roland, qui est assassiné rue Erlanger à Paris. Donc là, c'est le code des otages qui s'applique, et le code des otages, il préconisait que pour un soldat allemand tué, il devait y avoir 50 à 100 otages exécutés. Donc les Allemands, qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent une liste d'otages, et dans cette liste d'otages, les 4 premiers, ce sont 4 Chartrains que Charles Porte a arrêtés. Pendant ce temps, Charles Porte, il a été voir à Marseille Jean Moulin pour prendre les nouvelles consignes de Charles de Gaulle. Donc, quand il revient, il apprend les exécutions, et là, c'est un dur, hein, Charles Porte, et là, il en pleure. Donc, il y a des témoins, hein, donc il en pleure, et de colère, il fonce chez le préfet, et il lui dit « Je vous emmerde, vous et les Allemands ». Il fallait quand même avoir le courage. Donc vous voyez, dans cette affaire, il a fait son boulot, peut-être un peu plus, mais il ne savait pas du tout que ça allait dégénérer comme ça. Il ne savait pas du tout que l'aboutissement de son enquête allait déboucher sur la mort de Pierre Chartrain. Ça, c'est jamais passé auprès des communistes. Donc pendant toute cette activité aussi, et je vous ai dit
il avait monté son réseau, donc il faisait des faux papiers en pagaille. Lui, il rendait service à la population. Quand le moment du STO est venu, il y a des gens qui sont allés dans son bureau en lui disant il faudrait des faux papiers pour mon fils, parce qu'autrement il va partir. Et lui, il faisait. Donc c'était un professionnel du faux. Il a organisé aussi des terrains d'atterrissage. Et il y a un soir, il y a eu le largage de plusieurs colis avec des radios, moyens de communication. Il était le chef du BOA, Bureau des opérations aériennes. Donc il a une responsabilité énorme. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, même juste avant de l'éditer, j'ai trouvé qu'il avait balancé. Parce que le matériel avait été pour partie entreposé chez un nommé André Gagnon, et une autre partie avait été renvoyée sur Paris. Là, il y a deux individus, deux résistants, ou prétendus résistants, qui sont venus pour récupérer le matériel. Et l'un d'eux, un jeune de 20 ans qui avait été retourné par la Gestapo, eh bien, il raconte l'histoire en haut lieu, et il y a deux personnes qui sont visées, donc la personne qui possédait les postes radio chez elle, et le responsable du BOA, c'est-à-dire Charles Porte. Donc ça commence à sentir le roussi. Lui, il le sait, il sait qu'il est suivi. Et à un moment donné, c'est là où c'est un petit peu bizarre, parce que le chef local de la Gestapo, qui s'appelait Kreutzer, il le convoque à la Gestapo. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il appelle le préfet, le Beaube, lequel le Beaube téléphone au commissariat en disant à la secrétaire qui avait pu prendre l'appel, vous direz au commissaire Porte qu'il est convoqué chez les Allemands. Là, il s'enroussit. Il est pas fou. Il a de l'expérience, il s'enroussit. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend une bicyclette, il s'en va, il dit au revoir à quelques personnes qui étaient de confiance, il prend le train et il part sur Paris. Je vais essayer de raccourcir l'histoire là, parce que ça va être trop tard. En gros, à Paris, il rentre à nouveau dans la résistance. Il refait pareil. Il a son réseau. Et là, il va faire la connaissance du commissaire Edmond Duban, qui est le chef du plus gros groupe de résistance de la police parisienne, qui est l'Union de la police. Donc ensemble, ils vont monter une opération contre la Gestapo allemande, rue Lauriston, Henri Lafont, voilà, c'est triste personnage. Et ils décident d'un attentat au mois de décembre, fin décembre. La veille, ils organisent une réunion, donc il y a plusieurs policiers, sauf Edmond Duban, qui lui apprend de policiers résistants que la réunion elle est balancée. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il fonce, je ne sais pas si certains de vous connaissent le quartier du Châtelet, il y a une brasserie qui s'appelle la brasserie Simmer, on voit toujours une plaque, il y a la plaque apposée de l'arrestation. Donc la réunion elle se trouve au 3e sous-sol qui a été supprimé depuis. Et Edmond Duban, qui sait que la réunion est balancée, se précipite là-bas à la brasserie Simmer, il descend les escaliers, ils sont tous habillés, ils ont le manteau, ils sont en train de partir, la réunion est finie. Et là, la Gestapo arrive, et ils sont tous interpellés. Alors, là, il y a un épisode qui est un petit peu, qui est douloureux et qui est franchement odieux, qui se passe. C'est qu'il y a des perquisitions qui sont faites, et donc les Allemands vont chez Edmond Duban pour récupérer ce qu'il avait établi. Il avait établi un document capital notant tous les policiers, ou quasiment tous les policiers, sur degré de participation à la collaboration. Donc il y avait ça partait en gros du résistant jusqu'au traître, de 0 à 7, il y avait une échelle. Quand ils font la perquisition chez lui, les Allemands sont bien sûr à la recherche de ce document. Non seulement ils lui volent des affaires, c'était quelqu'un qui était distingué, il avait une barrette de cravate en or, les boutons de manchette, bon.
Mais là, n'obtenant pas satisfaction, il traîne son fils de 4 ans, le pend par les pieds et le frappe violemment contre le mur. Il n'a pas parlé, ils se sont arrêtés. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, hein, sur place. Mais dans l'histoire officielle, il est dit que ce petit est resté tétraplégique, paralysé. Je me suis dit, je voudrais en savoir plus, et j'ai pu contacter le petit-fils d'Edmond Duban, c'est-à-dire le fils du petit, du petit François. Quand Jean Moulin est arrêté, ça se fait assez vite quand même à Paris. Là, il y a une réunion avec Daniel Cordier, avec Pierre Meunier, et puis avec Bouginet-Sereul, qui lui confie la tâche, et d'une, d'enquêter sur la fuite de Caluire, et de deux, essayer de libérer Jean Moulin. Donc, pour la faire très très court, en gros, quand Lucie Aubrac parvient à faire évader Raymond Aubrac 3 mois après les faits, c'est tout simplement parce que c'est Charles Porte qui a fourni l'idée de faire du modus operandi pour pouvoir faire évader quelqu'un. Voilà. Il y a 2 rapports. Il y a le rapport effectivement sur la réunion de Caluire avec les conséquences. Et il y avait Caluire et il y avait Hardy qui était déjà suspect. Donc lui, il avait pris la fuite. Il avait été mis au vert par Claude Bourdet, donc dans le Limousin. Donc il le retrouve dans un petit village qui s'appelle Solignac, qui s'est réfugié chez un bonnetier. Et là, il l'interroge. Et seulement, ça ne se passe pas comme il aurait voulu le faire. Lui, il voulait plutôt une méthode policière, genre je l'entends, il signe. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est que Hardy, il le voit énervé, stressé, il fume cigarette sur cigarette, il est tremblant. Et il sent que... C'est très bien décrit dans le rapport, très très bien décrit. Oui, tout à fait. Donc il lui ment. Là, dans le retour, donc, il est écrit noir sur blanc tout ce qui s'est pu constater. Toujours pour aller vite, hein. Je prends des raccourcis là, hein. La gilet. Bon, donc il est toujours recherché par oui, ça c'est avant l'arrestation, hein. On parlait de Caluire avant l'arrestation, mais il est arrêté, il est déporté dans 4 camps de concentration. 4 camps de concentration, et au bout de plus d'1 an, il revient là et il apprend qu'il est poursuivi pour le meurtre des Chartrains. Donc il reprend la fuite parce qu'il ne veut pas se faire arrêter par la police et il ne veut pas se faire exécuter par les communistes. Donc c'est une seconde fuite. Et là, il fuit la police républicaine. Donc, il y a 5 commissions d'épuration qui se sont réunies sur son sujet. Les commissions d'épuration, elles sont mal à l'aise avec son cas. Elles sont mal à l'aise. Parallèlement à ça, il est décoré à 7 reprises, notamment par les USA, qui lui délivrent la médaille de la liberté, alors qu'il est toujours poursuivi par la justice. Bref, il lui échappe à la justice. Il ne va jamais être entendu. Il a réussi à se sauver. Il est réhabilité, mais seulement il est réhabilité entre les 2 procès, Hardy. Donc son rapport à lui, il ne peut pas le commenter parce qu'il a été ressorti par Laure Moulin. Sur le second procès, il n'est pas avisé du non-lieu et donc d'abandon des poursuites. De fait, il ne peut pas se présenter et la question se pose de savoir si ça a été volontaire ou pas. À savoir, est-ce qu'il a été empêché par ces recherches-là ou pas? Parce que, visiblement, Hardy aurait été peut-être mal à l'aise avec les déclarations de Charles Porte. Voilà, il est réhabilité. Ensuite, il est affecté à Melun. Il termine sa carrière comme commissaire divisionnaire en 1961. Eh bien, merci d'avoir donné le raccourci final. J'apprécie.